le quotidien de la famille. Et on va commencer par la matinée où la gros mémé va arriver. Et c'est Gros Mimi qui va l'accueillir. Gros Mimi c'est Wendy, Gros Papa c'est Alexia, Gros Maman c'est Margot et Gros Mémé c'est Sarah. Gros maman, gros papa, regarde qui est là. C'est Gros Mémé. Doucement, doucement ma petite. Tu sais pas combien de kilomètres j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici? Ah mais tiens d'ailleurs, vous n'étiez plus dans votre camp de base. Je savais pas que vous aviez déménagé. Mais non, on a changé d'endroit. Il commence à faire trop froid là-bas. Regardez notre nouvelle hutte. Oh. Oui, regarde notre nouvelle hutte. Elle est tout confort. On l'a aménagée avec du bois, des écorces de mammouth. Et si tu as bien remarqué, on a utilisé de la belle peau de mammouth, couleur sombre terrible. Ah, c'est de la qualité ça, c'est vrai. Mais, au fait, pourquoi vous avez changé? Et il commençait à faire trop froid, Grand Mémé, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, moi j'aurais préféré habiter dans les plaines, mais il y a plein de fleurs là-bas, mais bon. Mais non, Grand Mimi, tu sais bien qu'on doit être près d'un point d'eau, à l'abri du vent et des prédateurs. Oh, oui, c'est... Allez, viens, Gros Mémé, on va te préparer à manger. Ah oui, j'ai très très faim. Les Cro-Magnons étaient semi-nomades. Ils ont en effet plusieurs campements de base où ils se rendent en fonction des saisons et de la chasse. Ils avaient plusieurs campements qui étaient légers et qu'ils puissent déplacer. Malgré tout, ils reviennent toujours aux mêmes endroits. Contrairement aux idées reçues, ils ne vivaient pas dans les grottes. Ils vivaient généralement en plein air, dans le creux d'une falaise, mais rarement dans les cavernes. Phase 2, la nourriture. Oh bon, chérie, tu nous cuisinerais bien le mammouth que j'ai chassé la semaine dernière, non? Je ne sais pas où tu l'as mis, ton mammouth. Mais si, je l'ai mis dans le congélateur au pied de la colline là-bas. Hein? Congélo? C'est quoi cette histoire? Mais oui, Mémé, on a enterré dans la neige pour manger plus tard. Ah oui, ingénieux. Qu'est-ce que tu veux manger, Gros Mémé? On a de la viande, des racines, du poisson, des coquillages, on a des baies, on a des fruits, et on a même de la graisse animale. Hein? Vous avez tout ça en hiver? Comment c'est possible? Bah oui, on congèle tout dans la neige et c'est bien pour faire quelques réserves. Ah oui, c'est vrai que vous l'avez déjà dit en fait. Les Cro-Magnons mangeaient de tout. Ils avaient des méthodes diverses comme la congélation et le fumage. Bien entendu, on ne retrouvait pas de lait, ni de sucre et ni de céréales dans leurs alimentations. Et les aliments étaient très souvent cuits. Phase 3, le feu. Bon, je prendrais bien une petite cuisse de mammouth finalement. D'accord. Gros Mimi, tu veux bien t'occuper du feu? Oui, j'essaye. Tiens, essaye avec ça. Il faut qu'elle apprenne. Oh là là là, tiens, essaye avec une pyrite et un silex. Oh, j'y arrive pas. Bon, non, tu te prends pas de la bonne manière, hein. Regarde, je vais te montrer un de mes souvenirs. Tu le trouves? Un très beau souvenir. Qu'est-ce que tu fais? Aïe aïe. Cette idée reçue provient de l'usage très répandu des briquets à silex encore utilisés au début du XXe siècle. Ils étaient composés d'une pierre de silex frappée par un briquet en métal. La préhistoire étant l'âge de la pierre, dans l'imaginaire du XIXe siècle, l'usage de deux pierres de silex pour allumer le feu était une évidence. Ce mythe a été très largement relayé à la télévision, dans la publicité, dans les manuels scolaires et parfois par les scientifiques eux-mêmes. Deux silex pour faire du feu. Une simple expérimentation aurait permis de casser le mythe dès sa naissance. Si je prends deux silex, que je les frappe l'un contre l'autre,
J'obtiens bien des étincelles, mais elles sont froides, c'est juste de la lumière. Sur certains sites archéologiques, des archéologues ont découvert de la marcassite. Ce minerai contient naturellement du fer et du soufre. Si je prends un briquet en silex, que je le frappe contre ma marcassite, j'obtiens bien des étincelles qui sont chaudes. Il me suffit alors de les déposer sur de l'amadou pour obtenir des braises. Je fais glisser cette braise dans un petit nid en paille et je souffle pour obtenir des flammes. Comment des scientifiques ont-ils pu relayer cette idée fausse? Même les scientifiques recopient des erreurs. En fait, un scientifique est spécialiste d'un domaine en particulier, et quand il fait appel à d'autres scientifiques, d'autres données, eh bien, il n'est pas toujours à même de les remettre en question. Silex contre marcassite ou silex contre silex, il faut bien admettre que ça ne remet pas en cause toute la préhistoire. En fait, ici, les spécialistes remplacent une brique dans le mur de la connaissance, mais il pourrait un jour arriver qu'on reconstruise tout le mur de la connaissance de la préhistoire. Il est normal et important que les scientifiques aient le droit à l'erreur. Tu savais ça, mémé? Bien sûr, mon petit phoque. Et sache d'ailleurs que c'est un de nos très très vieux ancêtres qui l'a inventé. C'est l'Homo erectus. Ça n'ira pas parce que tu l'as ouvert avec Microsoft et moi je ne l'ai pas en fait. Il faut ouvrir avec OpenOffice. Mais il était ouvert avec OpenOffice. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît plus avec OpenOffice. Ah oui. Il devrait. Regarde un peu en dessous dans les dossiers où. Ah voilà. Ça tourne? Ah oui, merde. Il y avait deux techniques pour créer le feu, soit par frottement de deux bouts de bois, ou soit par percussion d'un silex et d'une marcassite, ou d'une pyrite, comme vous voyez sur la photo. Et le feu devait prendre dans un matériau très inflammable avant d'être exposé au bois. Dans tous les cas, il fallait beaucoup de patience et une grande maîtrise. Et oui, le feu il a été découvert il y a environ 400 000 ans. Phase 4, l'habillement. Ah, nom d'un mammouth! Je me suis fait une horrible tache sur ma tunique. Oh, quel beau que tu fais. Laisse-moi voir. C'est embêtant. Chérie, tu veux bien me ramener de la peau de mammouth, s'il te plaît? Non, d'un mammouth, tu vas me ruiner en peau. Oh là là. Ça, on ne sait même pas le rattraper. Hein. Tiens, j'ai entendu que la peau de mammouth faisait fureur ces temps-ci. Ah, merci. Bon, laisse-moi voir dans mon petit attirail de couture. Attends. Ah oui, j'ai ma petite aiguille en douce. Ah, par contre, j'ai plus de fil. C'est embêtant. Ah, mémé, tu m'as fait mal. Oh, mais tu es très bouillette, voyons. Oh, si c'est comme ça, je t'offrirai pas le collier que je t'avais fabriqué. Tu m'avais fait un cadeau. Oui. Je peux le voir? Non. Bah, tant pis alors. Donne-moi cette peau. Tiens, mémé. Oh, c'est gentil. Bon, mon cou est trop gros, à mon avis, je ne pourrais pas le mettre. Un beau collier de coquillage. Contrairement aux idées reçues, les Cro-Magnons n'étaient pas à moitié nus avec une
simple peau de bête, telle que la famille Carapeux. Leurs vêtements étaient conçus soigneusement, découpés et décorés de multiples parures, comme par exemple des bracelets et des colliers. Les statues anciennes illustrent leur tenue typique. Capuche, veste et pantalon. Nos actrices ne sont donc pas habillées comme l'époque, faute de moyens. Finalement, après quelques jours de repos, Chromémie décide de reprendre la route. Allez, il est temps de partir, les enfants. Bon, allez, salut, les Cro-Magnons d'Europe. Allez, salut, Terminant par cette petite information, le terme Cro-Magnon était le nom européen de l'Homo sapiens. C'est tout? Oui.